Notre dernière fois, donc, nous allons nous intéresser à la nostalgie, même défier la nostalgie avec Sophie Galabru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, c'est votre dernier livre, mais c'est le troisième aussi. Hein. Oui. Il y a une espèce de progression, comme ça. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de famille. Ici, on parle de fin, en fait. Alors, ça peut être la fin de plusieurs choses, de plein de choses différentes. Oui, c'est vrai que c'est la fin, c'est l'irréversible, c'est quitter un lieu, une maison de famille, un travail, partir même à la retraite. Oui. Être quitté ou quitter quelqu'un, ça parle de cela, mais plus généralement du temps, c'est-à-dire le fait que chaque moment est premier et dernier. Est-ce que le temps, c'est une de vos obsessions ? Ah oui, très largement. Ouais. Pourtant, vous êtes jeune, je veux dire, le temps, vous en avez encore plein devant vous. On ne sait pas, on ne sait jamais, en fait, le temps. Mais c'est pas le problème de la mort, en fait, qui m'a préoccupée. C'est parce qu'en fait, même immortel, le temps est irréversible. C'est ça qui était beaucoup plus préoccupant, enfin, en tout cas pour moi. Oui. C'est que même avec un temps infini, les choses ne se retrouvent pas, ne se rejouent pas. C'est quoi votre définition de la nostalgie, Sophie Galabru ? Je dirais que c'est avoir une forme de tristesse au souvenir des joies passées. Donc c'est un sentiment trouble parce qu'il y a à la fois de la joie, à la fois une forme de tristesse. C'est à la fois positif et négatif. C'est ambigu, mais c'est la définition du charme aussi, l'ambiguïté. C'est un peu ce qui fait la vie humaine aussi, l'ambiguïté, non ? Oui, absolument. Oui, on n'est jamais tout à fait blanc ou tout à fait noir non plus. Non, les choses, la vie est mouvement, donc elles vont en un sens puis en un autre. Parfois, on passe d'un sens à un autre de manière complètement contradictoire. Enfin, la vie... Et on ne ressent pas tous les choses de la même façon non plus. C'est vrai que vous parlez dans votre livre notamment de cette maison familiale à laquelle vous êtes triste de ne plus pouvoir aller à un moment donné parce que voilà, c'est le décès de vos grands-parents et tout. Et voilà. Et moi, je me suis dit, c'est marrant, je dois être plus chien que chat, moi, parce que je me sens plus attaché aux gens qu'aux lieux. Oui, c'est vrai que c'est plus chat. Moi, je suis très chat, mais en fait, c'est être attaché aux gens, mais par les lieux. C'est-à-dire que les lieux sont pas que des lieux, la matière n'est pas que de la matière, c'est les lieux abritent une histoire, abritent du temps, abritent des liens. Et donc, c'est rassurant d'avoir ces espèces d'écrins, de lieux de refuges qui abritent tout ce qui peut être le plus sentimental au monde. Et d'ailleurs, de les revisiter nous fait naviguer dans le temps. Et de se remémorer les bonnes choses, donc grâce à ça. C'est quelque chose, ces sentiments et ce sentiment de nostalgie aussi qui varie en fonction de l'âge ou des époques aussi ? Je ne sais pas s'il y a des époques plus nostalgiques que d'autres, peut-être des époques plus douloureuses, plus difficiles peuvent comme être. Maintenant, par exemple. Oui, c'est une époque qui est éprouvante et difficile. On peut avoir envie de se replonger ou de se raccrocher à un passé glorieux. C'était mieux avant. Ou idéalisé. Cela étant dit, c'est pas parce qu'on progresse qu'on va forcément vers du mieux. C'est le mieux, que ce soit de manière, le mieux en politique, le mieux socialement, économiquement parlant, c'est des choses qui se travaillent. Et parfois, on a pu trouver plus d'innovation, d'inventivité et d'idées dans le passé que dans le présent. Donc, mais on peut s'en inspirer et essayer de nourrir notre présent. Il y a les hommes, il y a les femmes, et puis éventuellement il y a d'autres, d'autres sexes aujourd'hui autour. Mais est-ce qu'il y a une différence justement de perception en fonction ? Est-ce qu'il y a des sexes plus nostalgiques que d'autres ? J'en sais rien, mais ce que je dis, c'est que une femme, par son corps, qui vit beaucoup plus de métamorphoses, de changements, depuis que l'âge de petite fille jusqu'au grand âge, peut-être vit davantage la notion de rythme, de saison, de cycle, et de métamorphose aussi dans le temps linéaire. Donc je pense qu'une femme a plus, en tout cas, un rapport plus étroit au temps. Un rapport plus physique peut-être, justement, oui, alors ? C'est un rapport au temps qui est très charnel, qui est très corporel, qu'elle vit dans son corps. Ces temps-ci, et bon, chez vous en France, parce que chez nous ça fait 20 ans que l'histoire est réglée, mais on en parle beaucoup dans l'actualité fatalement, il y a le fait de pouvoir choisir sa fin de vie. C'est quelque chose aussi, parce qu'il y a différents types de fins que vous répertoriez dans votre livre. Il y a celles qu'on subit, il y a celles qu'on choisit. Là, c'est passé de l'un à l'autre en fait. C'est vrai que j'aborde cette question parce que parfois, je parle des dernières fois qu'on espère. Par exemple, quand on vit un traitement lourd, qu'on espère la guérison et qu'on ne la trouve pas et qu'on se sait condamné, je pense que la fin de vie ne doit pas être une épreuve d'impuissance totale. C'est pas parce qu'on doit faire le deuil de sa puissance et même de son existence qu'on ne peut pas rester quelque part maître et créateur d'une fin de vie joyeuse, créative, où on va dire peut-être ses derniers mots, avoir des derniers échanges, remettre des objets,
procès, enfin, plein de choses se préparent, plein de choses sont à faire. Et quand on peut choisir sa fin de vie pour peut-être se soulager, partir dignement, on peut aussi mieux avoir une forme de petite maîtrise sur son existence et organiser ses dernières fois de la manière la plus digne possible et sans regret. Justement, c'était le mot sur lequel j'avais envie de rebondir. Il y a la notion de regret aussi dans votre livre. Et quelque part, quand on peut choisir, c'est aussi l'envie d'avoir dit des choses ou de regretter de ne pas avoir pu dire des choses. Oui, bien sûr. Quand on a des ruptures soudaines ou des disparitions qu'on n'a pas vu venir, le plus difficile, c'est ce sentiment de ne plus rien contrôler, mais aussi de regretter de ne pas avoir dit ou fait certaines choses. Alors, c'est un livre, Nos dernières fois, pour réfléchir, Sophie Galabru, mais c'est aussi une porte d'entrée, je dirais, vers un approfondissement culturel, d'une certaine manière, parce que vous convoquez énormément de monde. Vous racontez, évidemment, à travers des expériences ou à travers des idées qui sont les vôtres, mais vous convoquez d'autres philosophes, parfois très anciens, vous convoquez des auteurs, des cinéastes, donc vous nous raccrochez à des exemples quelque part. Oui, c'est vrai que j'ai toujours le même mode opératoire. Alors, cette fois-ci, c'est un livre beaucoup plus narratif, où je raconte plus d'histoires, où parfois je m'en mêle davantage, mais toujours en convoquant des auteurs classiques comme, je sais pas, un Marc Aurèle qui nous dirait de vivre chaque instant comme si c'était le dernier, que je vais interroger, je ne suis pas forcément d'accord, ou la pop philosophie, c'est-à-dire le cinéma, la littérature. De plus en plus aussi dans ce livre-là, ce qui est très différent des autres, c'est la musique, parce que les dernières fois et le temps, c'est un sujet très littéraire, cinématographique, mais aussi, qui pour moi convoquait la musique, la mélodie. Je l'ai beaucoup écrit en écoutant de la musique. Et oui, c'est un médium important. En écoutant quel genre de musique ? Aussi bien classique que parfois de la variété. Ça pouvait être de tout style. Moi, ce que j'ai retenu aussi dans votre livre, Sophie Galabru, c'est qu'il fallait privilégier la qualité sur la quantité. Je crois que ça, c'est peut-être un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier souvent. Non, je crois pas. Et c'est un auteur et philosophe comme Bergson qui nous l'apprend, et j'ai déroulé son fil, si je puis dire. C'est qu'on a deux rapports à sa vie, à soi-même et au temps. Soit on le prend d'une manière, on pense que le temps est une sorte de ligne, un facteur de nos vies tout à fait neutre, qu'on peut segmenter, organiser, optimiser. Et on a un rapport quantitatif à lui. On peut avoir peur d'avoir effectivement un dernier moment, et ça permet de se dire, si on se dit c'est le dernier moment, on a l'impression d'intensifier sa vie. Je pense qu'au contraire, dans ce rapport très budgétaire, on court après le temps, à force de le compter. Tandis qu'un rapport qualitatif, on s'installe dans la durée, dans ce qu'on ressent. On devrait être un peu plus insouciant, peut-être ? Oui, je le crois. Oui. Et j'aime bien l'image du philosophe Socrate qui, au moment de mourir, puisqu'il est condamné à mort par le tribunal d'Athènes, et alors que ses amis lui proposent la fuite, etc., continue de converser, de dialoguer sans se faire de cérémonie particulière. Je crois qu'on devrait vivre comme ça plutôt que de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Bien, écoutez, malheureusement, toutes les choses ont une fin. Le reste, c'est dans le livre qu'il faut aller le retrouver, évidemment. C'est pas un traité de philosophie austère, hein, c'est quelque chose qui se veut quand même... C'est joyeux, quoi. Oui, je cherche, comme dans tous mes livres, la légèreté. Ouais. C'est gagné, alors. Merci. Merci beaucoup, Sophie Galabru. Ça s'appelle Nos dernières fois, et ça vient de paraître.